retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Donc aujourd'hui je viens vous parler de mes 10 dernières lectures. Je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo parce que j'ai vraiment de tout dans cette sélection. J'ai de l'historique, du thriller, du policier, du contemporain, de la fantasy jeunesse, enfin voilà, j'ai un petit peu de tout. J'ai 10 romans donc à vous présenter. Je vais à nouveau faire l'échelle du glauque, donc je vais commencer par le livre le plus soft et terminer par le livre le plus glauque. Même si c'est vrai que dans cette vidéo il n'y a que 3 livres vraiment glauques, hein, les 7 autres sont tout à fait convenables, mais je vais quand même faire cette échelle parce que déjà ça me tient vraiment à cœur, j'aime bien faire ça. Et ensuite parce que c'est vrai que dans certains livres qui sont pas forcément des livres glauques à proprement parler, de temps en temps il y a des scènes un peu sensibles et vous êtes beaucoup à dire que vous aimez bien qu'on vous avertisse quand il y a des scènes qui peuvent heurter certaines sensibilités ou qui peuvent même parfois réveiller certaines blessures. Donc je vais commencer par le livre que je n'ai pas en ma possession puisque c'est un livre que j'ai prêté à mon compagnon, donc en général c'est plutôt bon signe. Il s'agit de La peur de Stefan Zweig. La peur de Stefan Zweig, c'est une nouvelle de l'auteur, en fait une des seules nouvelles, une des premières nouvelles qui est sortie toute seule, donc pas forcément dans un recueil. Elle a été écrite en 1913 et elle est sortie à Berlin en 1920. On sait que Stefan Zweig a correspondu plusieurs fois avec Sigmund Freud et en fait ça se ressent très fort dans ce livre. Dans La peur de Stefan Zweig, on va suivre l'histoire d'Irene Wagner, qui est une jeune femme qui est mariée, plutôt heureuse en ménage, avec son mari qui est avocat. Elle a des enfants, même si on les voit pas beaucoup dans le livre, hein, on les voit très tard, mais bon bref, on sait qu'elle est, voilà, qu'elle est heureuse en ménage, mais c'est vrai qu'au début du roman, en fait, elle a une aventure avec un jeune pianiste, et donc c'est un petit peu sa sortie, c'est son aventure avec ce pianiste. Et un jour, en sortant de chez ce pianiste, elle va rencontrer une dame qui va peu à peu lui faire une sorte de chantage puisqu'elle va lui dire bien je sais ce que tu viens faire là, tu n'as rien à faire là, etc. De cette altercation avec cette femme va naître la peur, tout simplement, la peur qui est donc le titre de cette nouvelle. Et donc notre amie Irène, bon d'abord elle a un petit peu peur parce que cette femme est effrayante, elle est un peu brusque, enfin et en plus elle a un langage très familier. Et donc Irène commence à avoir peur de plus en plus pour sa petite vie confortable avec son mari qui l'entretient. Elle a peur pour son couple, elle a peur pour sa vie qui peut complètement dégénérer à l'idée que cette femme vienne la dénoncer. Et donc c'était hyper intéressant de voir en fait le cheminement de pensée d'Irène parce que il y a une sorte de folie qui vient s'installer peu à peu dans son cerveau et c'est vraiment hyper intéressant. Alors moi c'est un personnage, au début j'ai eu un petit peu du mal parce que forcément début du XXe siècle c'est une femme entretenue qui n'a pas beaucoup de passion dans la vie en fait, on dirait vraiment qu'elle s'ennuie en fait, sa vie n'est pas très passionnante, elle ne s'occupe même pas de ses enfants et je trouve ça tellement triste comme vie. Moi je trouve ça vraiment, enfin voilà c'est le genre de truc que j'aime pas trop lire et c'est jamais beaucoup posé de questions sur son bonheur au début donc je l'ai pas beaucoup apprécié et en fait l'auteur a vraiment de nouveau bien travaillé son personnage, il l'a rendu de plus en plus humaine avec tous ces questionnements. Bon d'abord des questionnements un peu genre oui mon mari va la prendre machin, mais après il y a aussi les questionnements sur son propre bonheur, elle va se poser plein de questions, elle va se dire mais oui en fait j'ai des enfants en fait, je devrais peut-être m'en occuper, et donc elle va aller voir ses enfants, enfin voilà il y a plein de changements qui vont s'opérer en elle à cause de cette femme, cet élément déclencheur. C'était vraiment super intéressant et j'ai adoré me renseigner en fait après sur cette histoire et aussi lire la préface parce que je vais quand même vous prévenir, ne lisez pas la préface avant de lire La peur, ça spoil toute l'histoire donc s'il vous plaît ne le faites pas. Dans les classiques en général c'est souvent comme ça et pas que dans les classiques, vous allez voir plus loin dans la vidéo, les préfaces spoilent tous les livres quoi. Mais les gars, on a envie d'avoir la surprise quoi. J'ai envie de savoir, enfin j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. Déjà que c'est une nouvelle, donc voilà, on arrive vite à la fin. Mais si on nous raconte tout déjà dans le résumé, merci. Donc voilà pour La peur de Stefan Zweig. À nouveau, je vous renvoie. Je vais mettre des petites étiquettes ici ou ici parce que je sais pas dans quel sens c'est. Les gens qui se trompent pour le petit i, ben moi aussi. Voilà, je sais pas dans quel sens je dois le faire, mais en tout cas je vous mets du moins en barre d'informations le vlog dans lequel je vous parlais de cette lecture parce que je vous donnais mon avis à chaud. Je pense que je vous parlais du fait que cette héroïne m'énervait comme pas possible et que petit à petit je commençais à l'apprécier, donc vraiment je vous laisse aller voir le vlog si ça vous intéresse, un avis plus à chaud parce qu'ici bah, y a quand même quelques semaines qui sont passées depuis ma lecture du livre et du coup ben
j'ai un peu oublié certaines choses. Voilà. Mais j'en regarde quand même un plutôt bon souvenir. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est aussi un petit livre. Il s'agit de L'Enfant Rien de Nathalie Hughes. C'est un roman publié chez Le Livre de Poche. C'est un roman qui est un court roman, je dirais, une petite novella ou un mini-roman. Ce livre nous raconte l'histoire d'Adrien, qui est un jeune garçon qui vit avec sa maman et qui tous les jours, en tout cas toutes les semaines, guette l'arrivée de son beau-père. Et en fait, lui, son unique but dans la vie, c'est que ce gars l'adopte. Il a envie d'avoir un papa et il se pose plein de questions sur l'identité de son papa. Et d'ailleurs, il sait que sa maman a une boîte en bois dans une armoire dans laquelle elle cache des secrets au sujet de son père. Et donc lui, vraiment, c'est son questionnement. C'est un petit peu triste, en fait. Il veut savoir qui est son papa. C'est très doux comme histoire, en tout cas, oui, une grande partie du roman, je trouve ça très doux parce que c'est très enfantin, il y a la naïveté de ce garçon, et en même temps, il y a des trucs un tout petit peu trash, en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en deuxième position, parce que c'est vrai qu'il y a un titre qui est, il y a un chapitre au début qui s'appelle « Ma mère tarte fraise à la crème ». En fait, c'est un peu glauque. Je l'ai mis en deuxième position, je sais pas pourquoi. C'est vrai que je me souviens qu'il y a des petits trucs un peu morbides. Mais ça va, franchement, c'est super soft. Je pense que n'importe qui, même un peu sensible, peut lire ça. Vraiment, c'était une belle histoire, c'était une chouette histoire. Une très très chouette révélation sur la fin. Vraiment très très bien travaillé. J'ai beaucoup aimé ce livre, je peux pas trop dévoiler malheureusement. Et du coup, c'est un livre qui m'a fait acheter un autre livre de l'autrice qui est 1 rue des Petits Pas. Quelque chose comme ça que vous verrez dans un book haul. Donc voilà pour ce livre-là. En troisième position de cette échelle des glauques, je vais mettre un policier thriller. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu mets ça en troisième position? T'es complètement folle. Enfin, ça veut dire que ce que tu as lu après, c'est hyper glauque. Eh bien, même pas en fait. C'est simplement que ce livre, je vous l'avoue, mes souvenirs sont hyper vagues. Je vous parle de L'Ami des Ombres de Alex North. Alors, comment vous dire que ce livre... ça n'a pas du tout été une bonne lecture. Je pense que si vous me suivez sur Instagram et que vous m'avez vu un jour en live, je fais jamais de live sauf ce jour-là, j'étais censée lire ce livre puisque je vais le chroniquer assez vite et je voulais absolument faire autre chose que lire ce livre et du coup j'ai procrastiné et j'ai commencé à faire un live et donc je vous ai expliqué que je fouillais à la lecture de ce livre. J'ai fini par le terminer, je vous l'avoue un petit peu plus rapidement que de raison. Mais ouais, non, il n'y a rien à faire, j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Donc ici, nous sommes avec un autre roman donc, de Alex North dans lequel on va suivre une enquêtrice qu'on a déjà rencontrée dans L'Homme au murmure. Quand je vous disais à l'époque, je sais qu'à un moment, je vous avais dit si vous lisez le résumé de celui-là, ça va vous spoiler L'Homme au murmure, mais pas du tout, j'ai dit n'importe quoi, je sais pas ce que j'avais fumé ce jour-là. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir. Juste qu'il y a une enquêtrice, en tout cas, il y a un nom que j'ai revu dans ce livre et c'est pas un spoil. Voilà, donc ici nous sommes dans un petit village, comme dans L'Ami des Ombres, un petit village anglais. Il y a un cadavre qui est retrouvé, on va retourner dans le passé d'un personnage quand il était jeune. Je vous avoue que j'ai même l'impression que ça ne sert à rien que je vous parle de ce livre parce que je l'ai lu il y a peut-être 2 semaines et j'ai tout oublié. Je sais juste qu'il y a une histoire de rêve. On va suivre un petit garçon qui en effet est dans une petite bande entre amis. Il est surtout ami avec un garçon et il s'entend pas forcément avec les autres. Et en fait, dans cette petite bande, il y a un certain Charlie là qui aime bien parler des rêves. Il est un peu bizarre ce mec et il demande à ses amis de raconter leurs rêves. Pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que moi, en plus, le thème des rêves, c'est vraiment pas un thème qui m'intéresse. Mais vraiment, je vais vous dire en fait tout ce qui m'a déplu, comme ça, je peux vite passer à autre chose, hein. Comme ça, je vous l'ai présenté. En fait, je trouvais ça soporifique. Je trouve qu'il y avait aucune flamme dans ce livre, rien qui me donnait envie de tourner les pages, à part le fait de vouloir le finir. Et comme je déteste ne pas terminer un roman et le chroniquer, parce que je vais le chroniquer pour Bipolar, moi je peux pas abandonner un roman comme ça, et pour le chroniquer, il faut que je le lise en entier, je peux pas dire « Ah, j'ai abandonné, j'aime pas faire ça », ou alors c'est très rare, mais là vraiment, je vous avoue que c'était vraiment pas une bonne lecture, je m'ennuyais profondément, je trouve qu'il y avait aucun rythme, c'était lent et pas le bon lent qu'il y a dans certains livres du genre avec une ambiance et tout, même l'ambiance je trouve qu'elle était pas réussie, en plus il y avait le thème du rêve qui m'ennuyait profondément, donc franchement ça n'aidait pas. Il y a certaines scènes un petit peu stressantes, c'est vrai, qui étaient bien travaillées, mais c'était au milieu de toute une histoire qui ne m'intéressait absolument pas. L'empathie pour les personnages, s'il vous plaît, j'en avais aucune. Et le personnage d'Amanda, visiblement je l'ai rencontré dans l'autre tome, mais dans le premier tome, L'Ami des Ombres, mais en fait, non, l'autre, L'Homme au mur, mais en fait j'avais complètement oublié ce personnage, donc...
Voilà, non, ça ne l'a pas fait pour moi, l'ami des ombres. Je pense il va disparaître de chez moi. J'ai fait l'ordre de cette vidéo sur ma pause de midi, ce midi, et du coup j'ai un peu oublié qu'est-ce que j'ai mis dans quel ordre, et du coup je suis un petit peu surprise de voir qu'en 4ème position j'ai mis Sœur de Daisy Johnson. Alors celui-là, je vous en ai très peu parlé sur la chaîne, je pense, en vlog, je sais même pas si j'ai développé. C'est un livre qui est publié chez Stock, c'est un livre qui nous raconte l'histoire de deux jeunes filles, Septembre et Juillet, c'est leur prénom déjà, c'est un peu space. Et on sait que dès le début du roman, elles vont devoir partir de chez elles avec leur mère parce qu'il s'est passé quelque chose. En effet, elles vont emménager dans une maison de famille et elles vont partir loin de tout parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur lycée. On sait pas quoi, on sait pas comment, mais on sait que c'est quelque chose d'assez grave et la mère a l'air de leur en vouloir beaucoup. Ces deux jeunes sœurs, Juillet et Septembre, ont une relation assez spéciale, c'est-à-dire que Septembre a une sorte d'emprise sur sa sœur. Alors oui, vraiment, Septembre, elle a un comportement un peu spécial avec sa sœur, c'est-à-dire que de temps en temps, elle lui tire les couettes, elle la pince, elle la chatouille, oui, et puis elle joue à des jeux un peu spéciaux, genre gage ou vérité, mais en pas très sympa, genre elle doit couper ses cheveux, elle doit faire des trucs vraiment étranges. Vraiment, la relation entre ces deux sœurs est vraiment bizarre. C'est un peu pour ça que j'ai lu le livre, hein. Je vous avoue, j'aime bien les relations un peu bizarroïdes dans les livres. Vraiment, en fait, c'était particulier parce que je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle a cette sœur? Et en même temps, alors qu'elle lui fait vivre tous des trucs, je me dis, mais enfin, c'est un personnage problématique. En même temps, quand elle est à l'école, parce qu'on a de temps en temps des flashbacks, quand elle est à l'école, en fait, Septembre, elle va protéger sa sœur et elle va pas supporter qu'il se passe telle ou telle chose et en fait, elle est assez protectrice avec sa sœur et donc c'est une relation très bizarre, très étrange et moi, typiquement, c'est le genre de truc qui m'intéresse en littérature. Alors moi, c'est un roman, pour moi, qui n'aura pas été un coup de cœur parce que je n'ai pas personnellement accroché au style de l'autrice. Alors là, je sens vraiment que ce n'est pas oh, c'est mal écrit. Non, c'est pas ça, c'est simplement que le style est poétique et c'est une poésie qui, moi, ne m'a pas touchée, mais je sais qu'elle peut convenir à certains d'entre vous. Je sais pas comment expliquer, il faudrait que je vous lise un tout petit extrait. La maison murmure, le robinet crachote, elle évite notre regard. Elle lave la vaisselle, puis elle me la passe. Je l'essuie, je l'attends en septembre pour qu'elle la range dans le placard. J'ai envie de dire à maman qu'on est désolé, vraiment désolé pour ce qui est arrivé au lycée, qu'on devrait aller à la plage ou dîner ensemble. J'ai envie que Septembre le dise aussi. Et quand je la regarde, elle hausse les épaules et commence. Maman. J'ai besoin d'un peu de temps, la coupe maman. Je sens ces mots envahir le silence. Je les sens contre mes bras et mon visage. Elle pose l'éponge et se tourne vers moi. J'aimerais toujours mes filles, elle dit. Je suis là en cas de besoin. Mais j'ai besoin de temps, d'accord? On acquiesce et elle disparaît. En fait, je suis en train de le lire, je me dis, mais en fait, c'est cool, c'est bien écrit. Mais vraiment, quand je l'ai lu, moi, au moment où je l'ai lu, je n'accrochais pas à ce style. Je trouvais ça beau, je trouvais ça travaillé, je trouvais ça vraiment chouette. Mais moi, personnellement, en tant que humaine avec des sentiments, j'étais pas sensible. Voilà, je sais que ça plaira à beaucoup d'entre vous. L'extrait que j'ai lu, d'ailleurs, me plaît. Hein, donc... Je ne sais pas, je suis un petit peu schizo, 5 personnalités ici, mais vraiment, c'est ça en fait qui m'a manqué, et aussi on explique quelque chose dans le livre je peux rien dire de plus en fait. Donc vraiment mon argument sur ce livre c'est je n'ai pas été sensible à la plume qui est pourtant très belle, et il y a quelque chose qui, 3 petits points, c'est la pire chronique qu'il y a sur ma chaîne YouTube. C'est honteux quoi. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je vous le conseille vraiment pour vous faire votre propre avis, pour qu'on puisse en parler ensemble, parce que vraiment c'était une lecture un peu atypique. Ça pour le coup c'est un énorme point positif. C'est une lecture un petit peu atypique parce que vraiment on a cette narration très bizarre, cette relation très étrange, ce questionnement, qu'est-ce qui s'est passé, que franchement il y avait quelque chose de très original dans cette lecture qui m'a fait acheter un autre roman de l'autrice, donc c'est pour vous dire qu'il m'a quand même marqué d'une certaine manière. Pour le moment, je vous ai pas fait d'avertissement de trucs glauques. Ici, on a plutôt une ambiance malsaine, une ambiance un petit peu malaisante, mais on n'a rien de profondément glauque. Du moins, il n'y a rien qui m'a marqué. Comme d'habitude, quand je vous fais cette échelle du glauque, c'est aussi à propos de mon ressenti. Et donc si, par exemple, moi, il n'y a rien qui m'a marqué là-dedans, peut-être que vous, ça va vous choquer, ou vous voyez ce que je veux dire, mais je pense sincèrement que c'est plutôt soft cette lecture, c'est un peu malaisant mais c'est plutôt soft. Et pour l'ami des ombres, alors là je l'ai mis en 3ème position parce que je ne savais pas où le mettre, mais je vous avoue je me souviens même plus
des scènes. Je sais qu'il y a une scène un peu stressante, mais vraiment sinon je ne me souviens plus. Donc là, l'échelle du glauque, elle échoue lamentablement. Ensuite, je viens vous parler d'un roman jeunesse qui a fait beaucoup parler de lui récemment. Il s'agit de Dor et Dorier de Flore Vesco, publié chez Sarbacane, collection Exprime. Ici, nous allons revivre une réécriture de La Princesse au Petit Pois, donc ce conte de Andersen que moi personnellement je ne connaissais pas, je ne l'ai pas lu. Maintenant je sais de quoi il parle, j'ai été voir le résumé par après. Mais voilà, c'est un conte que moi je ne connaissais pas particulièrement et du coup justement j'étais d'autant plus curieuse de savoir ce que c'était et du coup je serais bien curieuse de lire La Princesse au Petit Pois. J'ai l'intégrale, enfin pas l'intégrale mais j'ai une grosse partie des contes d'Andersen à la maison, donc je pourrais lire cette Princesse au Petit Pois pour voir ce que l'autrice a repris dans cette histoire. Dans cette réécriture de La Princesse au Petit Pois, nous allons suivre 3 jeunes filles qui sont prêtes à se marier. Nous sommes au début du 19e siècle. La mère a hâte qu'elle se marie, franchement elle n'attend que ça, enfin c'est le seul but dans sa vie, c'est que ses filles se marient. Et donc elles sont forcément ravies quand elles apprennent l'arrivée d'un certain lord dans le quartier, donc qui habite pas trop loin dans un château du voisinage. Et ce lord en fait il serait célibataire, il chercherait une épouse, il offrerait même 80 000 livres pour épouser une jeune fille. Et donc la mère, elle est toute émoustillée, elle se dit « Oh, trop bien, 80 000 livres, c'est trop bien, enfin vraiment, il faut absolument que l'une de mes filles se marie avec ce gars, peu importe s'il est vieux, s'il est jeune, s'il est horrible, enfin bref, 80 000 livres, quoi, on est bien d'accord. » Et donc il y a une petite compétition dans le voisinage, puisqu'il y a une petite voisine là qui essaye aussi d'approcher ce jeune lord. Mais il se murmure que ce jeune lord aurait des idées un peu bizarres pour l'époque, puisque en gros il veut que des femmes dorment chez lui une nuit pour décider qui il épousera. Donc c'est un peu bizarre, ils se disent ah oui d'accord, le gars il est complètement dépravé, enfin c'est vraiment bizarre, mais en même temps la mère elle se dit c'est 80 000 livres, enfin c'est quand même beaucoup. Donc ce qu'elle va faire c'est qu'elle se dit ok, c'est bon, ma fille aînée n'est pas mariée, logiquement je devrais la marier elle en premier, mais c'est 80 000 livres, donc on va mettre toutes les chances de notre côté pour que ce lord choisisse une de mes filles. Elle va décider de faire une promenade avec ses 3 filles. Elle va faire une promenade avec elles en calèche. Elle va demander au cocher de s'embourber non loin de la demeure de ce lord. Et donc la bienséance veut que, voilà, elles savent plus avancer, les roues sont dans la boue, il faut absolument qu'elles dorment quelque part. Et donc forcément elles vont dormir dans le château du lord. Et donc forcément la mère se pose pas de questions, elle va laisser ces filles là avec la gouvernante, parce qu'avec la femme de chambre, voilà, elle va laisser 4 jeunes filles là se débrouiller et on verra bien si le lord décide d'en épouser une. Et je vous en raconte pas plus, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je fais ce résumé, et ce résumé c'est 15 pages de livre, hein, donc enfin 20 pages, un truc comme ça du livre. Alors je vous en ai parlé pas mal en vlog, mais si vous ne suivez pas mes vlogs, que faites-vous, qu'attendez-vous? Non je rigole, hein, je me lance des fleurs mais pas du tout. Simplement si vous suivez pas mes vlogs, tant mieux, comme ça vous découvrez un nouvel avis sur Dor et Dorier de Flore Vesco. Première chose, moi c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai lu vraiment très très vite, ça se dévore, hein. C'est un livre plutôt jeunesse, je vais dire, ouais jeunesse, ça se lit vraiment très facilement. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que déjà je l'ai trouvé fortement original. Je n'ai pas lu bien sûr La Princesse au Petit Pois, donc j'avais pas de référence, j'avais rien à me raccrocher, mais bon je savais que c'était un conte, donc je savais qu'il risquait de se passer telle ou telle chose. Mais vraiment j'ai trouvé ce livre très original de par l'histoire déjà. De plus, de par sa narration, cette écriture follement esthétique en fait, c'est vraiment un très chouette travail d'écriture tout en étant facile à lire. Flore Vesco a énormément travaillé sa langue, elle a fait beaucoup de jeux de langage, de figures de style, de palindromes, de petits jeux de mots comme ça que j'ai trouvé très très bien travaillés. J'ai vraiment adoré le style de l'autrice dans ce livre plutôt jeunesse. Je trouve qu'il y a des passages très sensuels qui se passent durant la nuit, un tout petit peu de sexualité, de sensualité, très très beau, des très beaux passages. Et en même temps, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a une petite dose de lugubre, une petite dose de glauque. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e position, parce que de temps en temps on a des petites choses, tu dis oh tiens, qu'est-ce que ça vient faire là? Oh, ah oui, pourquoi pas? Oh oui, d'accord, ok, c'est un petit peu glauque, c'est un peu spécial. Voilà, c'est du domaine du glauque étrange. Moi ça me fait penser un petit peu sur certains points, hein, vraiment à Yoko Ogawa, mais dans un mode plus jeunesse et un petit peu moins malsain. Voilà, il y a un peu de malsain, mais ça va.
Mais c'est vrai que quand je lis ce livre, par moment, je peux penser à Yoko Ogawa pour certaines petites choses qu'on retrouve dans le roman. Ouais, tout ce style, toute cette ambiance. Alors oui, il y a vraiment un beau travail sur l'ambiance de ce roman. J'étais vraiment envoûtée, charmée par ce château. Je me demandais vraiment ce qui allait advenir de ces personnages. Et je me demandais, mais quel était le secret autour de ce château? Parce qu'en fait, le château, au final, c'est un personnage à part entière. Franchement, moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai un petit peu moins aimé la fin, je vous en ai aussi beaucoup parlé en vlog, mais c'est parce que c'est une réécriture de conte, donc j'ai trouvé la fin un petit peu convenue. Je me souviens avoir lu Le Royaume assassiné, qui était une réécriture de la petite sirène, et j'avais trouvé la même chose, donc c'est-à-dire qu'il y a souvent, à la fin d'un conte, je vous dis pas comment ni pourquoi, mais il y a souvent une confrontation, je vous dis pas évidemment entre qui et qui et qui, mais c'est là qu'en général on me perd, parce que c'est un truc un peu fou qui se passe sur la fin qui, moi, m'a sorti un petit peu de ma lecture, parce que là, jusqu'à présent, j'étais hyper envoûtée, j'étais charmée, j'étais un petit peu mal à l'aise avec cette histoire, et dès qu'on avait quelque chose d'un peu plus de l'ordre de la bataille, on va dire, et bien là j'étais un petit peu perdue. Je pense pas que ça aurait pu se terminer autrement, en fait, tout simplement. C'est moi qui n'ai pas forcément adhéré à cette fin. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai été bien envoûtée par cette lecture. Ensuite, on va parler d'un sujet beaucoup plus joyeux. Non, pas du tout. On va parler de La caresse du loup de Catherine Robert. Alors Cédric, si tu passes par là, je te promets que demain je te l'envoie. Voilà, je te promets. Ça fait 1 semaine et demie que le pauvre Cédric m'a envoyé son adresse et moi je suis toujours là avec mon livre. Mais je voulais vraiment faire le point lecture avant, parce que j'aime pas ne pas avoir le livre, ne pas pouvoir feuilleter pour vous lire de temps en temps des extraits. Enfin voilà, je suis un peu timbrée sur les bords. Et même pas que sur les bords, hein, au milieu aussi. Ici on va suivre l'histoire de Chloé et de Clara, qui sont deux jeunes sœurs. Bah voilà, elles sont petites, elles ont 8 et 10 ans, quelque chose comme ça. Elles sont donc dans la maison familiale, et dans la maison familiale, il y a un monsieur qui est violoniste et qui est accueilli par la famille. C'est un ami proche et il est même logé par cette famille. Et la chambre de ce monsieur se trouve tout au bout d'un couloir et il doit passer par la chambre des jeunes filles. Vous imaginez déjà un petit peu de ce qui peut se passer dans cette histoire. Eh bien oui, à un moment, Jean-Louis, puisqu'il s'appelle Jean-Louis, va demander quelque chose à la petite Chloé, qui a 8 ans. Et forcément, ça va chambouler toute la vie de la petite Chloé. C'est un livre qui nous parle de la manière dont vont évoluer deux jeunes filles qui ont vécu quelque chose de traumatisant dans leur enfance, et particulièrement Chloé. On va suivre vraiment l'évolution de ces personnages alors qu'elles sont adultes. Donc la durée, enfin voilà, dans l'enfance, on passe pas beaucoup de temps dans l'enfance des personnages, mais c'est plutôt en tant que personnage qui commence à se construire dans l'adolescence, dans l'âge adulte. Et on va voir un petit peu comment elles vont décider de le traquer, en fait, hein, de se venger de ce prédateur sexuel. Et donc moi c'est un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que je trouve que quand on fait des livres à ce propos, quand on parle d'attouchement, ce genre de choses, souvent on passe énormément de temps à l'instant présent, mais j'ai pas vu beaucoup de livres qui parlent de la construction d'une identité, de la manière dont on peut être marqué à vie par un acte comme ça. Enfin j'en ai peut-être lu, mais fait comme ça, en tout cas j'en avais jamais lu. Moi c'est un livre que j'ai bien apprécié, j'ai trouvé ça vraiment bien fait de la part de l'autrice, c'était vraiment original. Je trouve qu'elle installe une ambiance un petit peu mal... Enfin oui, forcément Isabelle, ce qui se passe n'est pas très sain, mais une ambiance un peu... Oui, je trouve qu'elle joue beaucoup, elle joue très bien ces ambiances en mettant toutes les paroles du prédateur sexuel en italique, et donc dès qu'on a une phrase en italique, on commence à stresser. Enfin moi c'était un petit peu ce qui s'est passé dès que j'avais une phrase en italique, j'étais là... J'étais pas très bien quoi. Donc ouais, je trouve que l'ambiance est vraiment bien travaillée. L'évolution, même la fin, vraiment j'ai bien apprécié. Maintenant c'est un livre qui est quand même pas très long, qui fait moins de 200 pages, donc on peut pas non plus aller hyper loin dans le développement des personnages. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vraiment développer la psychologie de ces personnages. Ici on a vraiment quelque chose de plus large, puisqu'on a aussi la réaction de la famille, tout ce qui va se passer autour de ce secret qui va être dévoilé. C'est vrai qu'on n'est pas en introspection très longtemps dans la tête de Chloé. Moi j'aurais peut-être aimé ça aussi.
Mais moi, ce que j'ai pas forcément adoré, et c'est à nouveau à titre tout à fait personnel, j'ai l'impression que je m'excuse de ne pas aimer, mais en fait non, c'est vraiment, il y a parfois des styles que je trouve nuls, et si c'est pas le cas, c'est simplement que c'est un style qui n'était pas pour moi, c'est la deuxième fois, donc ça a l'air d'être un peu un leitmotiv dans cette vidéo, puisque c'est le second livre dont je vous parle, bah voilà, je n'accroche pas forcément au style, même si je trouve que c'est pas un mauvais style. Et pareil, c'est une écriture, moi, qui ne m'a pas convenue dans ce contexte. Je n'ai pas été touchée par ce qui se passe avec ces personnages. Et pourtant, bah, c'est horrible hein, ce qui se passe, on est bien d'accord. Enfin, la fille, elle subit quand même quelque chose, je vous laisse un peu découvrir. Mais je n'ai pas été touchée, j'étais pas en empathie folle avec elle. Bien sûr, j'étais en empathie, mais pas complètement embarquée avec ces personnages parce que c'était l'écriture. Je sentais vraiment que c'était parce qu'elle a choisi un style extrêmement simple, extrêmement fluide, où elle a joué de répétitions, de mots un peu d'enfant, de... je ne sais pas, je trouve de phrases très simples qui, moi, m'ont un petit peu détachée sentimentalement de cette histoire. Je n'étais pas impliquée dans le récit. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait de ce récit, mais moi, personnellement, en tant que personne humaine avec des émotions, j'étais pas impliquée dans cette histoire. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression que ça fait la deuxième fois. Et vous savez quoi, je vais faire la même chose que pour Sœur. Je vais ouvrir et je vais vous dire des trucs. Et on va voir si tout d'un coup, j'ai un cœur. Clara l'aperçoit à travers la vitrine. Il semble plein de curiosité. Cette situation doit beaucoup l'exciter. Vite, elle enclenche l'enregistreur de son téléphone qu'elle pose sur la table face cachée. Jean-Loup pousse les portes battantes et pénètre dans l'atmosphère tranquille de ce bistrot après le coup de feu de midi. Derrière le comptoir, la serveuse passe un chiffon humide sur le zinc, remonte légèrement le volume de la sono, vide le lave-vaisselle fumant, essuie les verres qu'elle empile sur l'étagère. Le visage tendu, la mâchoire crispée, Clara regarde droit devant elle. Jean-Loup la voit, il s'approche, elle plante ses yeux dans les siens et lui fait signe de s'asseoir. Crache ton récit, serpent, crache-le, fais-le ramper à mes pieds, vois de quelle noirceur il se teinte, vomis tes mots, l'animal, approche ta gueule, vois la blessure ouverte par tes crocs, crache ton récit, serpent, crache-le, la colère n'attend que ça, gueule ouverte, elle a soif de tes mots. Et je vous dis pas la suite, bien sûr, donc là on est vraiment vers le tiers du livre. En fait j'aime bien. Vous découvrez les multiples personnalités de ce personnage ici. Donc c'est la deuxième fois que je lis un extrait d'un roman que j'ai lu, dont je n'ai pas été touchée plus que ça par le style, et puis je relis des passages, et en fait je me rends compte, ah non c'est bien en fait. Oh mon dieu, j'ai plus du tout envie de l'envoyer à Cédric, j'ai envie de le relire du coup. C'est n'importe quoi. Franchement, vous pouvez mettre des pouces vers le bas, c'est autorisé. N'importe quoi. Bon, je vais passer au livre suivant, j'ai vraiment honte de moi. Alors, le livre suivant, je regarde sur la liste. En 7ème position, oui, j'ai mis Entre toutes les mers de Ashley Audrin, publié chez J.C. Lattès. Ce livre, je l'avais repéré quand Séverine, dis-les bien ce livre, la fameuse dame au slip, nous avait dit dans cette vidéo de sortie, je crois d'avril, il me semble, oui, ou de mars, je ne sais plus, elle avait parlé des livres qui allaient sortir en avril ou en mars. Elle a résumé ce livre et son résumé m'a complètement hypée, comme on dit, et donc je l'ai acheté. Vraiment pour le résumé, j'avais lu aucun avis et j'aime bien parfois faire ça, découvrir complètement à l'aveugle un roman. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. On va suivre l'histoire de Blitz, qui est une jeune fille qui, je sais pas si on dit Blit ou Blight ou Bleed ou je sais pas, enfin bref, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui rencontre donc son époux, ils sont heureux en ménage et décident de faire un enfant. Et à partir de là, tout va déraper parce que Blitz ne ressent pas d'amour pour sa fille. Je le résume de manière un peu crue comme ça parce que au final c'est un petit peu ça qui se passe. Elle se sent complètement rejetée par sa fille. Dès le début, même avant sa naissance, elle a l'impression que sa fille ne l'aime pas et que sa fille la repousse. Dès qu'elle veut lui donner le sein, elle le refuse, elle pleure tout le temps en sa présence. Enfin, vraiment, c'est très difficile pour elle à vivre. Et en même temps, dès que le père arrive, la petite, elle est heureuse, elle sourit, elle rigole. Et au fur et à mesure que la petite grandit, eh bien, ce sentiment est de plus en plus ancré en elle. Elle a vraiment l'impression que sa fille ne l'aime pas et elle comprend pas ce qui se passe vraiment. Et en même temps, on va suivre l'enfance de Blitz.
Et on va suivre l'enfance de la mère de Blitz. Donc on a vraiment ce récit qui est fragmenté de temps en temps par le récit de la mère et le récit de la fille. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. C'est un livre auquel j'ai vraiment accroché. J'ai été en empathie, c'est-à-dire c'est pas forcément que je... Dans le sens où je comprenais tout ce qu'elle ressentait, c'était extrêmement bien décrit. C'est pas pour ça que j'étais d'accord, hein, je veux dire, c'est pas pour ça que je cautionnais et que j'étais d'accord avec ce qu'elle ressentait, mais je comprenais tout ce qu'elle voulait dire. C'était bien écrit, c'était bien retransmis, cette détresse de cette jeune maman qui a l'impression de ne pas être aimée et en même temps ce côté un peu malaisant parce que le père visiblement il la croit pas trop, il dit mais non c'est pas, enfin voilà, en même temps il lui dit bah c'est un peu ta faute en fait hein. Et enfin vraiment c'est très malaisant comme situation parce qu'on ressent, on comprend en fait ce personnage féminin mais en même temps on lui dit mais allez fais un effort, enfin voilà, j'ai fait une conversation avec ce personnage, je vous dis. Vraiment j'ai beaucoup parlé à ce personnage parce que c'est vraiment un personnage qui m'a énormément touchée, l'histoire de cette petite fille qui grandit, et elle a l'impression de voir chez sa fille quelque chose qu'elle n'arrive pas à cerner, quelque chose qui lui déplaît en fait vraiment. Je vous laisse un petit peu découvrir, mais en fait toute cette première partie était vraiment extrêmement bien faite. Moi, je suis un peu sortie de ma lecture. À partir des 2/3 ou de la moitié, quelque chose comme ça, parce qu'on a glissé plus vers quelque chose du domaine du thriller, du domaine du roman. Donc c'est-à-dire que pendant la première partie du récit, moi j'étais impliquée dans cette histoire, j'y croyais absolument en tout. Je stressais, hein, j'avais le cœur qui battait très vite, vraiment j'étais dans cette maison avec ces gens. Et d'ailleurs, je détestais ce mari parce que je voyais qu'en fait, il se disait bon bah elle a qu'à faire un effort et il n'était pas avec elle en fait. Il aimait son enfant bien sûr, mais j'avais l'impression qu'il délaissait complètement sa femme et bref, je n'aimais pas beaucoup ce mari. Et j'avais beaucoup d'empathie aussi pour la belle-mère, la mère du mari, donc qui vient aider sa belle-fille avec son enfant. Et j'aimais bien ce personnage, c'est un personnage très humain et très réaliste. À nouveau, voilà, c'était des personnages très réalistes, des vrais personnages, des personnes. Et à partir d'un moment, il se passe quelque chose, une chose à laquelle j'ai pas trop cru. Et une autre chose encore, à laquelle j'ai pas trop cru, et du coup, c'est là que l'autrice m'a pas perdue, mais m'a changé ouais c'est ça, j'étais dans un autre point de vue en lisant cette lecture. À partir d'un moment dans le récit, j'étais une autre personne. À nouveau, ça se manifeste. Vraiment, deuxième partie du roman, j'étais dans un thriller domestique. Du coup là, on était vraiment plus sur quelque chose d'un peu irréaliste. J'ai vraiment l'impression d'avoir lu 2 livres en fait avec cette histoire. À partir de ce moment-là, j'étais plus en totale empathie avec elle parce que je n'y croyais pas. Et je sais que ça peut exister, enfin je me doute, enfin j'espère que non en fait en soi, hein, mais j'y croyais pas, ça m'a sorti de ma lecture ce qui s'est passé là. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire, parce que j'ai l'impression de dire de la merde depuis tout à l'heure. Mais je peux vous dire, enfin vraiment c'est un roman qui m'a marqué, moi je l'ai lu il y a quelques semaines, franchement il m'a profondément marqué et je l'ai lu très peu de temps après celui-là. Et celui-là, je sais plus rien de cette histoire et celui-là franchement il m'a vraiment marqué, j'ai encore la boule au ventre quand je le vois. Et je l'ai mis assez haut dans l'échelle du glauque parce qu'on est vraiment sur du extrêmement malaisant et c'est de nouveau, je vous le dis, c'est par rapport à mon ressenti. Moi j'étais tellement impliquée dans cette histoire que je l'ai tellement vécue que j'ai eu moi la boule au ventre, la nausée, tout ça. Enfin la nausée, non, on va peut-être pas exagérer. Alors il y a un autre livre qui m'a donné la nausée, mais pas celui-là. Mais vraiment, c'est un livre qui m'a... ouais, je ne sais plus parler, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et ensuite, on va arriver. Pour ceux qui aiment le glauque, vous êtes au bon moment là, vous pouvez rester, vous pouvez prendre une tasse de café parce que les 3 derniers romans, vous allez être servi. Je pense que c'est bon là. Alors, le premier. Ah, je sais pas, en fait, j'ai fait un ordre, hein, mais il y en a 2 avec lesquels j'hésite. Je vais quand même vous parler de celui-là. Je vous en ai pas encore parlé en vidéo, je pense que vous avez pas encore vu mon vlog puisqu'il est pas encore sorti, c'est malin. C'est L'Oiseau Bleu d'Erzurum de Yann Manouk. Alors, on va suivre l'histoire romancée de la grand-mère de Yann Manouk, de son vrai nom Patrick Manoukian. L'histoire romancée de cette grand-mère qui a vécu début XXe siècle le massacre des Arméniens.
vous savez, ce génocide dont on parle si peu en histoire. Alors peut-être en France, j'en sais pas, mais en Belgique, je ne me souviens pas. On en a certainement parlé, mais si peu. Sinon, ça m'aurait marqué, je pense, parce que vraiment, waouh. On parle quand même de 2 tiers des Arméniens qui vivaient en Turquie qui ont péri dans ce génocide, en fait. C'est entre 1,2 et 1,5 million de personnes. Donc on va suivre 2 petites filles qui vivent avec leurs parents dans une petite maison. Et au début du livre, il y a la mère qui va se faire trucider de manière absolument horrible. Et les 2 petites filles vont survivre à ce massacre. Aïganouche, elle, va perdre la vue, traumatisée, je sais plus exactement comment, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, elle devient aveugle. Et en fait, peu de temps après, elles vont être emmenées pour être déportées. Bah voilà, la fameuse marche de la mort. Ces 2 petites filles qui sont livrées à elles-mêmes. Notre amie Araxi, qui a 10 ans et qui est obligée de tenir la main de sa sœur Aïganouche, qui est toute petite et qui ne voit plus rien, qui est obligée de mentir à sa sœur en lui disant que en fait il fait tout noir, il n'y a plus de soleil depuis un moment. Elle est obligée de lui mentir et elle n'ose pas lui dire qu'en fait sa sœur est aveugle. Et cette petite Aïganouche qui est pleine de douceur et de pureté et qui va de temps en temps sortir des phrases complètement magnifiques qui vont un peu illustrer tout ce qui se passe dans ce roman. Cette petite Aïganouche qui est poète déjà alors qu'elle est toute petite. Ce récit de ces 2 jeunes filles qui vont rencontrer une vieille dame sur cette marche horrible. Ces petites filles qui vont se séparer, qui vont devoir se séparer, qui vont être confiées en tant qu'esclaves, enfin qui vont être achetées en tant qu'esclaves, hein, plus exactement. Et voilà, je vous dis pas plus de ce qui se passe dans ce roman, mais on va suivre vraiment l'évolution principalement du personnage d'Araxi, qui est une jeune fille, mais tellement touchante. C'est un roman, moi, qui m'a vraiment bouleversée. Je l'ai dévoré, je me suis pris en fait... Je me suis fait un petit peu le luxe de me prendre toute une soirée pour le terminer. C'était pas prévu, j'avais pas forcément le temps. Et je me suis dit non Isabelle, tu te poses pas de questions, tu te mets sur ton lit avec ton petit plaid, avec ta petite lumière tamisée et tu te mets à terminer ce livre. Et vraiment, c'est un livre qui se dévore, c'est, je trouve, très très bien écrit. Vraiment, l'auteur a trouvé vraiment l'astuce pour parler de faits historiques qui parfois il y a des trucs dans l'histoire, je me dis oui bon en temps normal ça m'aurait pas forcément intéressé, même si je parle pas vraiment du génocide, je parle vraiment des trucs politiques et tout, bon dans la vraie vie ça m'intéresse pas forcément, mais là il a réussi avec son talent, avec son style à nous rendre cette histoire passionnante. Ah ouais, c'était vraiment passionnant, j'ai vraiment adoré cette histoire, c'est très bien fait. Et en fait, après, je me suis dit, quand j'ai terminé le livre, allez, je vais aller me renseigner pour savoir ce qui est vrai ou pas. Alors, je me suis un peu plus renseignée sur le génocide arménien, mais je voulais vraiment savoir au niveau de la vie d'Araxi, de Haganouch, je voulais savoir ce qui était vrai. Et puis, je me suis dit, mais en fait, non, Isabelle, reste avec ce qu'on t'a dit. Après tout, c'est quand même le petit-fils de cette dame, c'est quand même le petit-fils, et donc fais-lui confiance, et bien sûr c'est romancé, mais en fait j'ai plus eu envie, j'ai eu un déclic, je me suis dit mais non, en fait il t'a raconté ce qu'il avait envie de te raconter, donc ce sera certainement pas, il va pas certainement pas en dire plus. Et j'ai trouvé ça si passionnant, et en même temps on nous parle de choses politiques, enfin vraiment de choses hyper intéressantes, de choses que je connaissais pas forcément. On nous parle à un moment d'Hitler quand même, il y a le personnage d'Hitler qui apparaît, on a des personnages, des artistes arméniens, des poètes et des écrivains arméniens. Pour le coup là je vais me renseigner parce qu'il y en a plusieurs qu'on rencontre dans l'histoire et ça m'intéresse beaucoup. Vraiment, j'ai trouvé cet auteur mais vraiment très très doué pour écrire cette histoire. J'ai adoré. Alors, je le mets si haut dans le glauque parce que, vous vous doutez bien, on parle d'un génocide. 2 premiers chapitres, on a des scènes abominables. Et j'ai aimé qu'il commence par ça parce qu'il nous met en alerte. Ok les gars, vous rentrez vraiment dans de l'histoire en fait, dans quelque chose qui s'est avéré, qui est dégueulasse, qui sera pas chouette à lire. Mais si vous êtes trop sensible, ne lisez pas la suite tout simplement. Je pense qu'il nous a un peu avertis. Et en même temps, il nous a aussi, dès le début, mis ce personnage d'Araxi, nous l'a rendu très très humain et nous a donné envie de continuer.
Et donc voilà, si vous êtes très très sensible, je pense vraiment que ce livre vous conviendra pas, ou alors il faudra passer certains passages, toute cette marche de la mort. C'est horrible à lire, hein. Vraiment, si vous n'aimez pas ça, lisez un peu plus loin, mais il y a d'autres choses. D'autres choses. Je trouve quand même qu'il a réussi à rendre hommage à sa grand-mère d'une manière merveilleuse. Elle est vraiment tellement touchante. Et Ayanouche, gros coup de cœur pour le personnage d'Ayanouche, le personnage d'Asima. Asima. Voilà, Et alors Agop, oui, un personnage très drôle. Alors c'est un personnage, au début je me dis mais qui est ce con. Un personnage au début j'aimais pas trop, je me dis ok. Et en fait non, il est super drôle ce mec parce qu'à tout moment il menace de tuer les gens. Et ça devient un gag quoi, ça devient une private joke. Dès qu'il y a quelqu'un qui l'embête ou dès qu'il rencontre un tueur qui dit ouais mais celui-là s'il continue je le tue. Et en fait il dit ça tout le temps et il est super drôle au final. Et il a réussi à mettre aussi un petit peu d'humour, une petite dose d'humour qui était bienvenue dans le récit. Vraiment une très très bonne lecture là qui m'aura bien marqué. Ensuite, en 9e position, je vais parler d'un livre, je vais vous en parler quand même assez vite. Pour le coup, je vais aller très vite sur ce livre. Pourquoi ? J'en ai parlé déjà dans un vlog, mais bon, pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, j'en ai également parlé dans mon top des livres glauques. Je vous ai fait un top des livres glauques, un top 10, j'ai adoré faire ce top. J'espère que vous l'avez vu si ça vous intéresse, et si vous intéresse pas, ben, regardez celui de Les Lectures de la Crypte, elle en a fait un super chouette très récemment. Vite fait, je vous parle de Résine de Anne Riel, qui nous raconte l'histoire d'une petite famille qui habite au Danemark. On va suivre l'histoire de cette petite fille, de cette petite jeune fille qui vit avec ses parents et qui raconte un petit peu son enfance très particulière. Hein. Et parallèlement, on va suivre aussi l'enfance du papa. Voilà, on va suivre le papa de cette petite fille quand il était petit, lui aussi. On voit un petit peu comment ça se passait avec son propre père, donc le grand-père de la petite. Vous arrivez à suivre? Parce que moi pas. Donc oui, donc le papa, quand il était petit, et on voit qu'il avait une vie aussi un peu space parce qu'il vivait avec son frère et son père. Et ce père, il faisait des cercueils, il travaillait le bois. Il était ébéniste en soi et il avait donc une vraie passion pour les arbres, d'où le titre Résine. Et ce père en fait, donc le grand-père, faisait des petits cercueils et donc il avait un rituel avec son fils, c'est que souvent il essayait les cercueils avec son fils. Donc le gars il était hyper heureux d'avoir ce rituel avec son père, d'essayer le cercueil et de passer ce petit moment avec son père. C'est un peu chelou quoi, hein, on est bien d'accord. Et donc on comprend que le père, donc le père de la petite fille, n'est pas sain d'esprit de par l'enfance qu'il a eue, l'enfance un peu bizarroïde quoi. Et on va suivre donc l'enfance de ce père et le moment où il va grandir et il va rencontrer sa future femme, donc qui est la mère de notre héroïne. Et on va voir un peu l'évolution de cette relation. Et voilà, bon, j'ai l'impression que c'était le pire résumé de toute ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est vraiment... J'ai pas le courage de refaire cette vidéo, je vais laisser tous mes fails. Ça vous fera rire au moins. Mais oui, donc on est vraiment sur une histoire très particulière avec une ambiance hyper malaisante, hyper malsaine et hyper glauque. Je l'ai mis assez haut dans l'échelle du glauque parce que moi vraiment j'ai trouvé ce livre très réaliste de par ses odeurs, de par ses descriptions, de par son paysage, de par ses personnages. J'ai trouvé ça extrêmement réaliste, c'était vraiment très très bien retransmis. Le chapeau à l'autrice parce que j'étais vraiment à fond dans cette histoire, j'ai ressenti chaque chose. Je vous dis les odeurs. Et pour moi, vraiment, le pire du glauque, c'était toute cette fin. Peut-être certains ne seront pas sensibles à ça, mais moi, vraiment, de nouveau, c'est mon top du glauque. Hein. C'est moi qui trouve ça hyper glauque, mais il y en a certains, je sais, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit, bah, c'est pas si glauque, ça c'est son histoire. Mais pour moi, ça m'a vraiment marqué, en fait. Toute cette fin, en fait, ce côté très réaliste. Ce que j'ai aimé aussi, c'est cette ambiguïté de ces différentes narrations. Donc on a la narration de la petite fille avec son regard enfantin qui nous explique que son père lui dit que la nuit, les animaux ne souffrent pas quand on les tue. Et donc elle se dit que ben, forcément, si sa grand-mère meurt la nuit, elle ne souffrira pas. Ça c'est dans le premier chapitre. Elle se dit, ah oui, mais de toute façon, papa a dit que la nuit, les gens ne souffraient pas, donc il a tué grand-mère et elle n'a pas souffert. Bon voilà, c'est comme ça dans une famille saine, hein. Voilà, elle n'a pas souffert, c'est la nuit. Voilà, donc on voit ce côté enfantin qui est un petit peu glauque quand même. Et en même temps, par moment, on a un regard plus extérieur, qui est très bien trouvé de la part de l'autrice, justement de nous mettre ce regard extérieur pour voir un petit peu à quel point ces gens sont complètement tarés en fait.
On l'avait déjà compris, mais avec le regard extérieur, tout me semblait pire. Vraiment, c'est fou. Voilà, je vous en parle pas plus, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et je viens vous parler, mais du livre. De la gerbouille, du vomito, enfin le livre là, si je l'avais mis dans mon top du glauque, il aurait été là tout en haut. Il s'agit d'une fille comme les autres de Jack Ketchum. Et je ne vous fais pas l'affront de redire Jack Ketchup. C'est un livre qui est paru en 1989, qui va s'inspirer d'un fait réel, puisqu'il s'est passé dans les années 60 aux États-Unis, un fait divers, en fait, absolument glauque. Voilà, absolument sordide, sur un personnage. Et en fait, je vous dis pas plus, parce que moi, quand j'ai découvert ce livre, je savais pas qui, quoi, quand, comment. Je savais pas ce qu'allait se passer, avec qui, quoi, quand, comment. Donc en fait, je vais même pas vous parler de ce fait divers. Mais si je vous dis... Ben non, je vous dis rien en fait. Je vais vous mettre en barre d'infos des petites vidéos si j'y pense. En tout cas, c'est un fait divers qui a été adapté aussi au cinéma dans 2 films. Quand même, je dois vous dire, ce livre m'a traumatisée, je vous en parle un petit peu après. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai été faire ? J'ai été sur YouTube, j'ai regardé 3 vidéos qui parlent de ce fait divers, dont la superbe vidéo de Rit Trip, si vous la connaissez pas, elle a fait 2 vidéos sur des true crimes. Elle a fait une superbe vidéo d'ailleurs où elle parle aussi de son avis sur le livre, qui est pas tout à fait le même que le mien, mais enfin j'en reparlerai. Donc moi j'ai regardé quand même 3 vidéos, et puis tout d'un coup je me suis dit mais si je regardais d'autres true crimes, et donc qu'est-ce que j'ai été faire ? J'ai regardé d'autres true crimes. Et vous allez voir jusqu'où a été ma folie. Après avoir regardé 3 vidéos sur ce fait divers absolument sordide, je vous ai dit dans ma vidéo vlog que j'étais traumatisée par cette histoire, mais la fille continue à se faire du mal, et à regarder des vidéos là-dessus, et puis tout d'un coup je me suis dit tiens, il y a ce serial killer qui existe. Alors oui, j'avais déjà été regarder la vidéo du serial killer qui est dans le 5e jour, et bien j'ai re-regardé cette vidéo, j'ai découvert que ce serial killer était absolument fascinant, puisqu'il souffrait de toutes les folies possibles et imaginables. Et j'ai commencé à regarder plein de vidéos de true crimes, et je me suis découvert une nouvelle passion. J'ai dit à mon chéri écoute, tu m'as perdu pour un mois, là c'est fini. Et quand il a vu la vidéo que je regardais, il a dit ah oui, je vois. Ok, ben dans un mois, hein, ma chérie, il y a à manger dans le frigo, enfin voilà. Une fille comme les autres de Jack Ketchum raconte l'histoire d'un jeune garçon, David, qui vit donc dans les années 50, qui lui, il a sa petite vie avec ses potes dans son village, un petit village où tout le monde se connaît, tout le monde est pote. Et un jour dans ce village vont arriver Meg et Suzanne, qui sont 2 jeunes filles qui ont perdu leurs parents, qui vont être adoptées, qui vont devoir vivre donc chez leur tante, qui est une voisine de David. Et donc David va avoir une nouvelle voisine, même 2 nouvelles voisines, et il va commencer à avoir une petite attirance pour le personnage de Meg, qui est un petit peu étrange pour lui, parce que c'est une jeune fille plus âgée, et donc lui il est hyper intrigué, il est hyper fasciné par cette jeune fille. Elle a une grande cicatrice sur le bras suite à l'accident voilà, qui a tué ses parents, et donc David il est vraiment intrigué. Et cette Meg et cette Suzanne vivent dans la famille, voilà, chez la tante. Et cette tante, c'est la mère des amis de David. Donc lui, il va régulièrement en fait dans cette maison. Et il est vraiment fasciné par le personnage de Meg. À un moment, ils vont faire un tour de roue. Voilà, c'est... En fait, les 100 premières pages, ça a été un peu bisounours, quoi, vraiment. On avait David qui tombait un peu amoureux, bon, qui avait des réflexions que j'aimais pas forcément. Au début, c'était un peu innocent. Tu te dis, allez, le petit David a 12 ans, il découvre la sensualité, tout ça, il découvre les femmes, écoutez, on va le laisser un peu vivre. Et en fait, oui, au début, c'était un petit peu naïf, un peu enfantin, on voit sa petite vie avec les ados, mais on sent... Il y a un petit truc là derrière, parce qu'on sent qu'il y a par exemple des amis qu'il fréquente, des amis qu'il aime un petit peu moins, parce qu'il sait qu'ils sont un peu cruels. Et ils aiment bien jouer entre amis à ce jeu, ce fameux jeu. On sait pas trop ce que c'est une espèce de jeu où ils courent, et ils doivent être attrapés, et quand ils sont attrapés, ils sont battus, un truc chelou, hein. Vraiment, tu te dis, ah ouais, quand même, ils ont des drôles d'activités, ces jeunes garçons. Mais ça va, c'est encore enfantin, je trouve, enfin enfantin, un peu naïf, je trouve. Tout d'un coup, il se passe quelque chose, des phrases, et puis d'autres phrases, et puis une petite révélation, et puis ça dégénère complètement, ça clairement. Et en fait, c'est venu de là où je ne m'attendais pas du tout que ça vienne. C'était pas français, mais vous voyez ce que je veux dire ?
J'avais entendu parler de ce livre sur la chaîne, alors c'était peut-être Lizzie, Too Faced Lizzie, il y a peut-être 4 ans, c'était quand j'étais dans... Enfin bref, je me vois en train d'écouter sa vidéo qui parle de ce livre et moi je dis « Ah, je veux trop lire ça !» Et elle parlait de ce livre et du coup je me souvenais plus ou moins de ce qui allait se passer mais je savais pas quand, quoi, qui, comment. Je savais que ça allait être ultra glauque mais je savais pas quand, qui, quoi, comment. Et quand je découvre d'où ça vient, je me dis « Ah ouais, on est mal barre quoi !» Enfin vraiment, c'est vraiment ultra dégueulasse quoi. Et en fait, moi, quand j'ai lu ce livre, je vous en ai longuement parlé en vlog, mais bon, je vous le répète ici pour ceux qui ne suivent pas, qui n'aiment pas forcément les vlogs, ce que je comprends parfaitement, c'est que je me demandais, mais pourquoi est-ce que je suis en train de lire ça? Parce qu'on est vraiment dans de la violence de plus en plus dégueulasse. Vraiment, on est sur un acharnement sur personnage, de l'acharnement de violence qui accélère, qui devient de pire en pire, de plus en plus glauque, de plus en plus malsaine. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous dans ce livre? Vraiment. Et moi, ce qui m'a fait me dire ça, c'est que je savais qu'on s'inspirait d'une vraie histoire. Et donc j'étais là, on s'inspire d'une vraie histoire, mais pourquoi est-ce que je lis un truc aussi glauque? Moi, le glauque, j'adore ça, vous le savez, c'est mon kiff. Je m'endors en regardant des petits pieds coupés. Enfin, non, je rigole, hein, mais quand c'est trop proche de la réalité, quand je sais qu'on est dans quelque chose de plus réel, moi, je me détache de cette fascination, ou alors j'ai besoin vraiment du documentaire, ou vous voyez ce que je veux dire. Mais ici, on est vraiment dans un roman, donc on est complètement impliqué dans cette histoire, on est avec des émotions, et on est avec un personnage masculin. Il est insupportable. David, au début, je le trouvais chou, et puis je le trouvais con. Et puis, en fait, je me suis dit, mais c'est une espèce de petit monstre, quoi. David, il voit tout ça. Il voit et fait... Ah ouais, c'est pas cool. Et il détourne le regard. Puis tout d'un coup, il se dit, ah ouais, mais quand même, c'est vraiment pas cool. Et il se passe des choses de pire en pire. Et lui, il y a aucun moment où il se dit, mais si j'allais voir les flics, enfin, je sais pas. Non, enfin, David, il est fasciné. Et à un moment, il a quand même, enfin, vraiment, il est excité par cette situation. Vraiment, David, je l'ai détesté. Berk, de tous les personnages qu'il y a dans ce roman, et pourtant, on a des gens ignobles. David, c'était le pire. Voilà, c'était le pire. Et vraiment, je vous ai dit, je me sentais pas bien, je comprenais pas pourquoi je lisais ce livre-là. Et je vous dis, j'aime bien le glauque, mais pour moi, La Chambre de lactation, par exemple, que j'ai l'intention de lire, pour moi, je vois ça comme un petit plaisir, parce que c'est un auteur qui s'est fait plaisir en mettant des gens dans une cave ou que sais-je, en leur faisant subir des trucs. Et pour moi, c'est drôle, quoi. Mais là, je sais que c'est du réel, enfin... C'est un roman, mais basé sur une histoire réelle. Et c'est ça qui m'a vraiment donné cette nausée, qui m'a rendu pas bien, quoi. En lisant cette lecture, j'ai même pleuré presque un moment de dégoût. Enfin, ça m'arrive jamais, ça vraiment... Et je suis arrivée à la fin, parce que oui, j'ai été jusqu'à la fin. J'ai lu les notes de l'auteur. Il a quand même dit qu'il y a des scènes qui se sont vraiment passées, qui sont pires que dans son livre. Et là, j'étais dit, mais alors je me suis dit, mais il y a vraiment des gens quand même. Je sais pas. Vraiment, ce livre, il m'a vraiment bien marqué parce que je pense que c'est parce que c'est une histoire vraie, mais aussi parce que c'est ce personnage masculin, David, c'est un personnage inventé en fait, après avoir vu plusieurs émissions là-dessus. En effet, David n'existe pas. Et du coup, ça nous donne un regard extérieur un peu ambigu, parce qu'on a en même temps ce personnage qui, au début, il est tout mignon, tout ça, et après il devient un témoin qui ne dit rien, et donc il y a cette ambiguïté sur ce personnage, et il agit un moment, il fait quelque chose, rassurez-vous, donc si vous le lisez, sachez que David, un jour, il a des coronettes. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, dans le 5e jour, qui s'est inspiré aussi d'un tueur qui a existé, je vous parlais tout à l'heure du gars, le pire, avec ses pires folies, là, et moi, j'ai été moins traumatisée par le 5e jour parce qu'on avait ce prisme du roman policier avec un policier. Donc j'étais dans un roman policier, d'accord, j'ai rencontré une espèce de psychopathe qui aime bien mettre des aiguilles là où vous savez, mais pourtant ça allait quoi, parce que... Enfin, ça allait, non c'est dégueu. Mais il y avait un policier et donc j'étais un peu détachée de cette histoire. Ici, je n'étais pas détachée, j'avais David. Vous savez, David, Stephen King, au début, il fait une intro au livre. D'ailleurs, il spoil tout, donc ne lisez pas l'intro. Stephen King nous dit que Jack Ketchum, c'est un maître. Il encense Jack Ketchum, il l'adore, quoi, visiblement. J'ai discuté avec pas mal d'entre vous, parce que je disais, mais à quoi ça sert de lire ça? Franchement, je comprends pas.
Et en fait, c'est vrai, de parler cette histoire, c'est aussi rendre hommage à des victimes, c'est aussi montrer d'un point de vue sociologique et psychologique ce qui peut se passer dans un petit village avec des gens qui se connaissent, des gens qui se protègent les uns les autres, de montrer un petit peu la réalité dans un roman, de montrer un petit peu le vice humain dans un roman, de montrer que ça peut exister. Et j'ai aimé l'analyse de Ritrip, de Perrine de Ritrip, qui disait en fait, il avait rendu ce personnage très fort. Et vraiment, il lui a rendu hommage en le rendant super fort, en le rendant battant jusqu'au bout. Et oui, je comprends son argument à Perrine en fait. Après coup, je me dis oui, peut-être qu'elle a raison. Mais vraiment, je sais pas si je relirais un livre comme ça qui raconte encore des trucs comme ça. Enfin si, je pense que j'en relirais parce que je suis complètement starbée. Bon, et bien c'est terminé pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, que vous avez encore... que tout va bien pour vous après avoir vu cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!